Né à Baie-Saint-Paul d'une famille modeste, c'est avec des études commerciales qu'il commence son parcours professionnel à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Très humain, un peu timide et doté d'une grande écoute, c'est comme éducateur spécialisé qu'il s'épanouira à prendre soin de clientèle vulnérable. Cet homme sensible est un passionné de photographie. Ému par la beauté, autant du portrait que du paysage, il a fait ses premières prises de vue dès l'enfance et n'a jamais cessé depuis. Il a d'ailleurs été de nombreuses années président du club de photos de la région, soit la Corporation Lumière Image de Charlevoix. Sachant bien s'entourer et n'ayant pas peur des défis, il a également publié en 2021 le livre « Un monument s'effondre, l'hôpital de Baie-Saint-Paul ». C'est avec un grand plaisir que je rencontre et découvre aujourd'hui à TVCO un homme positif, engagé et amoureux de la vie, M. Donald Lavoie. Bonjour Donald. Bonjour Pascal. Très heureuse que tu aies accepté l'invitation de te prêter au jeu. Hein? Ah, moi aussi, je suis très content d'être ici avec toi aussi. Partager tout ce bonheur de vie que j'ai. Ben oui, c'est ça. On va en apprendre plus sur toi. Ben, on va commencer par le début. Toi, tu viens de Baie-Saint-Paul. Oui, oui. De Baie-Saint-Paul. D'une famille nombreuse? D'une famille de 5 ans. On était 5 chez nous. 5 enfants. 5 enfants, 3 gars, 2 filles. Parfait. Puis toi, t'es où là, dans l'échelle de ça? Je suis le deuxième. T'es le deuxième. Oui. T'as dit 3 gars, 2 filles. Oui, 3 okay. gars, 2 filles. Et puis, qu'est-ce que faisaient tes parents? C'était comment chez toi? Mes parents, mon père vient de Saint-Ours-Sainte-Croix, ma mère vient de Saint-Hilarion. Ah, un vrai charlevoisien. Après ça, ils se sont mariés à Saint-Hilarion. Ils ont resté un bout de temps sur le père de mon père, à Dutor, qui s'appelait. Ils ont resté 1 an là. Puis malheureusement, il y a eu un accident quand il faisait les foins. Fait qu'il y a eu, avec le cheval, il s'est fait briser des côtes. OK. Fait que là, il a arrêté de travailler. Puis à ce moment-là, il est déménagé à Baie-Saint-Paul. Puis il a construit une maison, acheté une maison. Puis là, je suis arrivé à Baie-Saint-Paul directement, dans la rue Notre-Dame où je suis né. Ah, donc on vient du quartier Saint-Joseph. Du quartier Saint-Joseph, né oui. là, toi, sur Notre-Dame. Une grosse maison. Mais je pense qu'on voit la maison. Oui, assez une grosse maison. Oui, vous aviez les 2 étages ou? On avait les 2 étages. On s'est amusé, c'était grand. Puis oui. C'était très, très agréable. Un milieu tranquille, en paix. Puis c'est là qu'on a grandi et amusé. On s'est amusé. Est-ce que c'est ton père qui l'avait construit ou vous l'aviez acheté? C'est mon père qui l'a construit. Ah oui. Donc, en tout cas, on ne parlera pas de l'actualité, mais... Non, ça a fait beaucoup de changements. Oui. Puis, donc, Donald, ça se passait comment chez toi? Bien, chez moi, si je parle un peu de mes parents directement, mon père était une personne très engagée, travaillant. Il a commencé à travailler à l'hôpital, d'ailleurs. Quand il est arrivé à Baie-Saint-Paul, il a commencé à travailler à l'hôpital. Il faisait quoi à l'hôpital? Il a surveillé la ferme un bout de temps. Puis après ça, il a travaillé dans des grandes salles où il surveillait les clients, tout ça, et ainsi de suite, à ce niveau-là. Puis après ça, lui, mon père, comme travaillant pour subvenir à nos besoins, si on veut, travaillait dans des maisons privées. Il faisait de la peinture, il faisait du gazon, il faisait de l'entretien de d'autres maisons, des travaux comme ça. Puis après ça, mon père était, lui, un grand passionné dans ses activités, c'était l'accordéon. Fait que moi, j'ai grandi dans les airs d'accordéon. Donc, chez vous, il y avait de la musique tout le temps? Chez nous, il y avait pas mal de musique, assez souvent, puis beaucoup de monde qui venait, puis beaucoup de parties. Est-ce que ta mère, elle chantait? Ma mère, elle chantait pas, mais elle était excessivement heureuse d'avoir le monde, parce que ma mère, c'était une femme qui aimait avoir le contact humain. OK. Puis quand elle avait du monde, elle était vraiment heureuse quand elle avait du monde. Puis si je parle de ma mère, bien, c'était une femme qui était quand même très sensible, puis qui a toujours fait attention d'avoir tout ce qu'il fallait à la maison. Ça, pour elle, c'était très important, qu'on manque de rien. Okay. Plus que mon père. Ma mère était plus que mon père à ce niveau-là. Puis c'était une madame sensible, très, très, très sensible. Puis une des qualités qu'elle avait, elle était prieuse, ma mère. Oui, donc c'était croyant chez vous. Chez nous, c'était croyant à la religion catholique. Elle était prieuse. Puis elle croyait beaucoup à ça. Puis elle nous engageait là-dedans aussi directement. Je pourrais te conter plus tard des faits de ses prières ont comme été exaucées. Oh, dis-moi pas qu'il y a des miracles chez la c'est ça. Puis elle aimait faire à manger, ma mère. C'était incroyable. Puis c'était bon. Moi, ce que j'aimais le plus chez ma mère, c'était le ragoût de boulettes.
Oh! Fait que ça, c'était pour moi extraordinaire quand on faisait ce plat-là. Le ragoût de boulette à ta mère était spécialement bon. Était spécialement bon. Puis elle avait une préoccupation au niveau de la famille, ma mère, qu'elle nous invitait quasiment toutes les fins de semaine. Puis quand il y avait des parties, Noël ou ces choses-là, là, c'était encore plus gros parce qu'on y passait 2 jours, des fois, 3 jours à la maison. Fait que c'était très, très, très agréable de venir chez nous. Donc, à garder cette tradition-là, des grandes tablées. Des grandes tablées, puis rassembleuses, puis les petits-enfants, elle les a gardés. J'avais 2 petits-enfants, elle les a gardés beaucoup, elle était beaucoup sensible à ça. Puis là, la musique, est-ce que vous l'avez appris aussi, tes frères et sœurs? La musique, mon père jouait à l'accordéon. On a entendu beaucoup, mais mon père ne voulait pas qu'on touche à son accordéon. Pour lui, c'était comme un élément essentiel et très précieux. Fait que j'ai pas eu le plaisir vraiment de toucher un accordéon et apprendre à jouer de l'accordéon. J'ai entendu, j'aurais aimé. Probablement, j'aurais aimé. J'ai pas osé. J'ai écouté mon père. J'étais jeune, j'écoutais mon père. Puis c'est pour ça que je me suis tourné vers... J'écoute souvent de la musique. J'ai mes cousins, Louis-Marie Lavoie, qui était mon cousin, que ben Louis-Marie joue des airs de mon père. Parce que mon père a enseigné beaucoup à mes cousins et cousines de jouer l'accordéon. Il a enseigné aux cousins-cousines, puis pas à ses enfants. Puis pas à ses enfants. Ça n'a pas de bon sens. Mais peut-être qu'il aurait voulu nous enseigner, mais il ne voulait pas qu'on touche à son accordéon. C'était sacré, il ne voulait pas. Fait que c'était de même. On n'a pas manqué, mais on l'a écouté. On l'a écouté, oui. Puis, donc, comment ça se passe, ton enfance? Est-ce que tu es bon à l'école? Est-ce que tu réussis tout? Est-ce que tu es turbulent? Tu es comment, toi, comme enfant? On pourrait dire les deux. Hein? J'aimais l'école. Dans les tout débuts, moi, j'ai passé mon école, l'école préfabriquée directement, où ce que le CLSC est présentement. Il y avait une école qui était là. C'était des maisons préfabriquées, on passait à l'école là. Puis on a fait aussi un bout à la maison autiste. J'ai été à l'école à la maison autiste. Il y avait des classes. Il y avait une classe qui était là. Puis je me rappelle d'avoir passé ma première année, deuxième année dans cet endroit-là. C'était fort agréable. Fait qu'à l'école, j'étais un gars qui apprenait quand même bien. J'avais pas de difficultés. J'avais un bon social, puis des fois aguissable un peu. Oui, des fois aguissable un peu. J'écoutais pas toujours. J'étais un peu délinquant, on va dire ça de même. Mais ça me dérangeait pas trop. J'arrivais dans mes affaires, dans mes choses. C'était bien. Fait que ça, l'adolescence, au niveau de l'école, c'était le fun. Quand j'étais jusqu'à 6 ans, j'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de gens, de fun. Je serais dans Notre-Dame, j'étais actif. Oui, il y avait plein d'autres enfants dans la rue à cette époque-là? De la glissade, puis du vélo, des choses. On a fait beaucoup d'activités. Puis quand on a fait beaucoup de visites dans mon enfance, aller même à mon adolescence, sur mes cousins et cousines. Ma mère puis mon père avaient de la famille, des grandes familles. Puis on voyageait, on allait visiter souvent les tantes, les cousines, les oncles, tout ça, et ainsi de suite. Fait que c'était vraiment, vraiment important pour elles qu'on y aille. Fait que j'ai développé un réseau de connaissances de ma famille, de mon père et de ma mère en allant visiter là, parce que c'était pour elles important qu'on se connaisse. Puis dans le fond... je ne regrette pas aujourd'hui. Je connais toutes mes tantes, mes oncles, tout ça, ainsi de suite. Puis ça veut dire que tu connais la moitié de Charlevoix. J'en connais pas mal. J'en connais pas mal. Fait que ça, c'était super intéressant. Fait que puis quand on est devenu au secondaire, ben, on était en PN Garriépi, le parking de PN Garriépi c'était là que j'ai commencé l'école au secondaire. Il y avait une école là. Il y avait une école là. Après ça, on a déménagé au collège directement, qui est en arrière du musée d'art contemporain. Thomas Tremblay, exactement. Fait que j'ai fait mes études là, fait beaucoup de sport là aussi. Okay. J'ai été enseigné avec les frères, les sœurs m'ont enseigné directement. Fait que je me suis rendu jusqu'au commercial, mes études commerciales, jusqu'à ce niveau-là, où c'était fort intéressant. J'ai aimé ça, le collège, parce que moi, j'étais un gars quand même actif, jeune. Fait qu'il y avait beaucoup de sport. Fait que j'ai joué au hockey, j'ai joué au ballon-ballet, j'ai joué au ping-pong. Il y avait plein d'activités, fait que je manquais pas trop d'activités scolaires à ce niveau-là. Puis il y avait un ami que j'ai rencontré à l'adolescence, pas mal, Gaston Duchesne. Gaston, c'est mon âme ami. Tu sais, c'est mon âme toute. C'est le gars avec qui j'ai fait des bons coups comme des mauvais coups. Puis on a joué au hockey ensemble, on a campé ensemble, on a fait du camping ensemble. Puis, donc, c'est ton meilleur ami? C'est mon meilleur ami, puis il est encore aujourd'hui mon meilleur ami de confident, que je peux tout lui confier, puis écoute, on se comprend. On se comprend. Fait qu'on on a fait une belle enfance.
Puis on a eu du fun parce qu'on a fait beaucoup de camping. Parce que, rappelle-toi, dans mes âges, c'était le festival folklorique qui était. Fait qu'on a vu des scènes, on a fait des choses. Ça brassait. Et puis nous, à chaque été, on allait camper. Dès que l'école finissait, là, Pascal, là, on allait camper l'autre bord de la voie ferrée. Puis on montait notre tente, puis on était là tout le temps. Tout l'été. Fait que nos parents, durant l'été, ils ne nous voyaient pas. J'essaie de voir c'est où l'autre bord de la voie ferrée. Les maisons, là, le développement des maisons qui s'est défait, les riches, là, les maisons riches d'1 million qui sont là, dans ça, rue Sainte-Anne. Ah, c'est la rue Sainte-Anne, En arrière de la rue Sainte-Anne, il y avait la voie ferrée, on passait le pont de la voie ferrée, puis là, il y avait un genre de terrain. Fait que nous, on passait l'été là à faire de camping tout le temps, jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Dès que l'école finissait, Pascal, on s'en allait là, puis nos parents ne voyaient plus l'été. Puis on allait faire des petits ouvrages étudiants, laver la vaisselle dans certaines places, des commissions, des affaires, tout ça. Fait que ça a été fantastique, ma jeunesse. Puis c'est là qu'on a fait des beaux coups, rencontré du monde, des gens, et ainsi de suite. Puis toi, t'es dans ces âges-là, je pense, quand ton père tombe malade. Ça, c'est une période assez difficile. Moi, à partir vers 17 ans. Oui, on est à peu près en entour de ça, 17 ans. Moi, j'allais à l'école, je finissais mon commercial, puis tout ça. C'était ma dernière année. Puis durant l'été, une journée comme une autre, ma mère était hospitalisée, était à l'hôpital le matin. La journée commence comme ça. On déjeune ensemble, tout ça, et ainsi de suite. Par la suite, je reviens de midi de l'école, puis on dîne ensemble, puis je demande des nouvelles de ma mère, comment elle est. Mon père me dit, ça va très, très bien, elle se remet tout ça, ainsi de suite. Fait que le soir, en venant, j'arrive dans la maison, puis là, je vois mon père qui est à côté sur la table de la cuisine, avec un cadre dans les mains. C'était un cadre de Monseigneur Boivin qu'il avait à ce niveau-là dans les mains. Je me rapproche de lui, je regarde, je touche, et j'ai pas un bon feeling, vraiment, Pascal. Fait que je suis un peu paniqué. Là, je venais de lâcher mon ami Gaston, j'ai sorti dehors, j'ai appelé, crié à Gaston, Gaston est venu. Puis là, on a fait le constat vraiment que mon père venait de décéder à l'âge de 48 ans. Oh là là! Comme ça, subitement? Subitement. Tu es parti le matin en t'inquiétant pour ta mère qui était malade, mais finalement, tu reviens le soir. Puis je retrouve mon père qui est là. Qui regardait quoi, une photo de ta mère? Non, il regardait une photo de Monseigneur Boivin. Probablement qu'il a eu un malaise cardiaque, je pense, un malaise cardiaque à ce niveau-là. Il se sentait mal. Probablement qu'il allait chercher cette chose-là. Pour prier. Puis décéder de cette façon-là. Fait que quand j'ai trouvé, j'étais allé chercher mon ami Gaston, j'ai crié, il est venu tout de suite. On a appelé la police, l'ambulance, les affaires. Un coup que ça a été fait, Pascal, tout le côté funérailles, tout le côté ça, je ne m'en rappelle plus. Ah non. J'ai pleuré. Ça, je me rappelle d'avoir pleuré beaucoup, et ainsi de suite. Mais après toute la cérémonie des affaires, j'en parle aujourd'hui avec mes frères, mes sœurs, puis j'essaye de comprendre. T'étais sous le choc. J'ai pas d'image à voir ça. Je comprends. Ça a été une grosse étape de ma vie. Difficile. Ça a été quand même difficile à me remettre à ce niveau-là. Mais à ce moment-là, tu avais encore des frères et sœurs qui habitaient aussi chez tes parents, donc ta mère s'est pas retrouvée toute seule du jour au lendemain. J'avais mon frère Dominique qui était un peu à l'extérieur, mais je restais avec mon frère Jean, parce que mon frère est plus vieux que moi de 4 ans à ce niveau-là. Fait que c'était un peu à ce niveau-là que ça a joué beaucoup. Puis là, mes études, je tournais à l'école, je continuais à l'école, j'ai fait mon cours. Puis durant l'été, il y a un de mes amis avec qui il s'appelle Jocelyn Lavoie, qu'on s'est inscrit au cégep de Sainte-Foy pour aller suivre un cours en comptabilité. Fait que moi, je m'en allais en comptabilité, c'était ma destinée. Mais durant l'été, mon ami Jocelyn a fait un accident d'auto, a décédé. Fait que là, c'était un passage quand même difficile. Puis moi, à la fin de l'été, j'ai tombé malade. On m'a diagnostiqué de la polyarthrite rhumatoïde. Mon Dieu, dans la même année, tu perds ton père, d'un an et demi à peu près. Ton grand ami, puis toi, tu tombes malade. Ça a été quand même difficile. Quand on parle de polyarthrite, tu as 18 ans, puis tu es fou un peu, tu es déséquilibré, on dirait, un peu de tout ça. Fait qu'on t'explique que peut-être que tu ne marcheras plus, peut-être que tu ne te déplaceras plus. Peut-être qu'il va falloir que tu restes longtemps à l'hôpital, puis tout ça. Fait que je suis resté au-delà de 3 mois à l'hôpital à suivre des traitements pour retrouver un peu la forme. Puis au bout de quelques mois, mon corps a commencé à réagir de façon positive, à pouvoir marcher, me déplacer, puis à pouvoir trouver un peu un sens de bonne vie. Mais toute mon année scolaire, puis mes décisions scolaires à ce moment-là étaient toutes ont été mises sur la glace. Étaient mises sur la glace.
Fait que ça a été des épreuves assez quand même difficiles. Je comprends. Fait que là, Donald, on va prendre une pause. On va aller écouter la chanson, la musique que tu as choisie. Puis après ça, on continue notre histoire. Parfait, Pascal. Ça, j'adore ça. C'est laquelle, ça? C'est-tu le reel de Pointe-au-Pic? C'est le reel de Pointe-au-Pic. C'est bonne, Pascal! Ouais, c'est le reel de Pointe-au-Pic de M. Joe Bouchard que j'ai aimé. Pourquoi je l'ai aimé, Joe Bouchard, directement? Bien, il a commencé très jeune à jouer du violon à l'âge de 8 ans. Puis à 16 ans, il est devenu comme reconnu mondialement, tout ça, ainsi de suite. Puis ça me rappelait... Si j'aurais joué de l'accordéon, ça me faisait comme un parallèle, tu comprends? J'écoute Joe Bouchard en pensant à mon père, sûrement. Puis ça me fait une récompense. Je comprends. Tantôt, tu parlais de tes cousins là, qui jouent de l'accordéon, puis c'est ça qui me joue quand tu viens aux soirées traditionnelles. Ouais. Donc, là, on était rendu à « t'es bien malade, mais t'es à l'hôpital, puis ça commence à aller mieux ». Oui, ça commence à aller mieux. Puis ma mère me disait, garde le moral, puis le bon Dieu va t'aider. Ma mère, elle me disait ça souvent, à ce niveau-là. Fait que j'ai resté quand même longtemps à l'hôpital. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme plus capable de rester à l'hôpital, Pascal. Plus capable, je comptais les tuiles au plafond, là. J'étais comme rendu un peu dépressif. T'es en train de perdre le moral. Oui. Fait que là, j'ai dit au médecin, j'ai dit, vous allez m'envoyer chez nous. Je vais prendre les mêmes pilules que je vais prendre à l'hôpital. Vous m'en faites les mêmes exercices que je vais faire chez nous. Puis je suis descendu une semaine chez moi. Puis au bout de 3-4 jours, chez moi, j'ai commencé à prendre du mieux d'une façon accélérée. OK. Accélérée. Mes jambes répondaient parce que c'était les poignets, les genoux, puis les chevilles qui ne marchaient pas. C'est quand même pas mal, hein? C'était quand même pas mal. C'était tout enflé, toutes les choses, tout ça. Puis là, ça a commencé à revenir de façon agréable, tout ça, ainsi de suite. Puis c'est pour ça que ma mère, je te disais qu'elle était prieuse, beaucoup prieuse. Ouais. Puis elle avait une amie qui était prieuse avec elle, Mme Florence. C'est la mère à Gaston. Oh mon Dieu! C'était des grands amis, puis ils se confiaient. Ma mère était malade. Elle était malade des bouts de temps aussi dans sa vie. Mme Florence, elle venait souvent. Puis pour moi, c'était comme une deuxième mère, Florence. Fait que le prière ensemble, là. Je peux pas dire qu'ils m'ont pas rendu quelque chose. On peut dire qu'il y a eu un miracle, qu'il y a eu de quoi. On va laisser ça là. Mais ça a eu de l'importance. Oui. Ça a eu de l'importance. Puis avec tout ça, bien, je suis venu à bout de passer à travers de tout ça. Puis c'est là, à ce moment-là, que oui, je suis pas allé, j'ai pris comme la décision de ne pas aller en comptabilité, faire mes études en comptabilité. C'est là que ma mère a comme décidé, elle dit, bien, va donc voir à l'hôpital si tu pourras avoir un ouvrage à l'hôpital. OK. Donc là, tu as passé un an à l'hôpital, tu disais? J'ai passé 4-5 mois à l'hôpital. Okay. Mais tu as comme perdu un an là, dans la maladie. Oui, j'ai comme perdu un an dans la maladie. Fait que là, tu es comme rendu à 18-19 ans quand tu rentres à l'hôpital? On rentre à 18-19 ans, j'étais à l'hôpital à ce niveau-là. Puis j'étais dans des périodes avant aussi où j'avais eu du fun, parce que moi, j'ai eu du fun avec Gaston. On a monté des bicycles, on a fait du moto, mais même j'ai été un membre des Coyotes Roses. Non! Oui! Non! J'avais acheté une moto, tout ça, ainsi de suite. Dis-moi pas que j'étais avec un moteur. Oui, j'étais avec un moteur. J'ai eu le plaisir d'être dans les Coyotes Roses un bout de temps. Puis j'ai trouvé ça extrêmement agréable parce qu'on était bien orientés par le frère Gaston Isidore, qui s'appelle. Puis on avait un camp dans le rang Saint-Laurent. Notre point d'attache était là. Ça a été une belle expérience. Mais tu sais, ça a comme tout accéléré mes affaires. Puis là, je suis comme tombé très tranquille après ça. Là. OK. Donc, tu deviens très tranquille vers quel âge? 20 ans. 20 ans, on devient sage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-tu là qu'on a rencontré la femme Oui, c'est là que j'ai rencontré Suzanne, directement, qui travaillait à la Villa chinoise. Je connais pas la Villa chinoise. C'était à Baie-Saint-Paul, pas bien loin. Il y a eu les logements en face de chez Gaston Duchesne, l'hôtel qui est en face, je ne me rappelle pas, j'ai un blanc de mémoire, là. Mais c'est en montant vers Québec, là, directement. OK. J'ai rencontré là, puis la Villa chinoise. La Villa chinoise, je travaillais là. C'était une bonne cuisinière aussi, elle faisait d'excellentes mères. C'était une dame de Baie-Saint-Paul? Une dame de Baie-Saint-Paul. Son père s'appelait Yvon Dufour. Vous la connaissiez depuis longtemps, là, primaire, secondaire? On se connaissait un peu. Pas tant que ça, on se connaissait un peu, mais Gaston
Sa femme était Lucille, mais Suzanne travaillait avec Lucille. Fait qu'on était dans le Oh même mon pat- Dieu. on Tout était le temps, dans le hein, même ça patelin, arrive. là, dans la même gang, dans les mêmes affaires, où on a fait des coups, des bons coups. Puis en fin de compte, je me suis marié avec Suzanne. Ah, Je dirais c'est que le fun. ça a T'as quel été âge tu te maries à 21, genre? 21 ans, oui, je suis marié. Puis de cette union-là, ben, j'ai eu 2 enfants. Ah oui. Deux enfants. Ils ont quel âge, tes enfants? Michael puis Raphaël. Michael a 45 ans. Oui. Ça donne un petit coup. On a le Après même ça, âge. Raphaël a 40 ans. OK. Puis j'ai 2 petites filles. J'ai Gaïa qui a 19 ans, puis j'ai Joël qui a 14 ans. Ah, t'es un grand-papa. C'est un grand-papa. Fait que c'est des beaux moments de vie qu'on a. Puis on est proches. Puis, ça fait que c'est plaisant, Ouais. on se voit souvent. Mon gars reste à Montréal, mais il me téléphone 3 fois par semaine. OK. Fait qu'on a une belle union à ce niveau-là. Mick, lui, est un monsieur très occupé. Il fait beaucoup de sport à ce niveau-là. Il a donné ce gène-là à ses enfants aussi qui font beaucoup de sport. Raphaël aussi, c'est un gars qui fait énormément de sport. Il vient de courir un marathon à Pour Montréal. vrai? Puis une autre année avant, c'est un gars en forme aussi. Mais ça, c'est toi qui leur as donné cette Ouais, moi, passion-là, j'ai fait du probablement. sport beaucoup aussi. Hein. J'ai joué au hockey, j'ai beaucoup. J'ai arbitré au hockey. J'étais gardien de but, C'est j'ai bon. eu du fun. J'étais supporté par des personnes plus vieilles que moi, où j'ai eu beaucoup de plaisir avec eux autres. Fait que c'était le fun. Donc, t'es un gars d'équipe. Oui, j'étais un gars d'équipe, un gars qui partage. Puis j'ai fait de l'arbitrage longtemps. J'ai été Ah, c'est aussi... dur, ça, l'arbitrage. Oui, mais j'ai eu une belle carrière d'arbitrage. J'ai fait ça à peu près 25-26 ans. Mais j'ai été dans un milieu où j'étais bien respecté. OK. Personne ne respectait. C'était vraiment le fun d'être respecté Ah, à ce c'est niveau-là. bon. Fait que ça, c'était le fun. Puis j'ai eu la chance aussi de finir en étant superviseur des arbitres dans Charlevoix. Ah. J'ai eu ce mandat-là Ben en fin ouais, de carrière. c'est Fait que bon. c'était le fun. Puis un de mes beaux moments, j'ai vu Là, grandir... tu t'es pris un banc, j'espère, à l'arène. Oui, j'ai un banc. C'est fait. Fait que j'ai eu des beaux moments. C'était extraordinaire. Puis j'ai connu des jeunes qui ont grandi que je vois aujourd'hui. Fait que c'est le fun de C'est voir ça. sûr. Mais un moment exceptionnel que j'ai fait dans ma carrière d'arbitrage, c'est quand je suis allé arbitrer à Québec, au Collège du Québec, le tournoi le plus haut du Québec. Ah. Fait que j'ai eu cette chance-là d'arbitrer une game-là, tournoi. Fait que là, ça, c'est comme un rêve, comme arbitre. Tu sais, tu te ramasses dans cette grosse glace-là, puis plein de monde Bien alentour de toi. sûr. C'était un trip extraordinaire. Fait que c'était le fun. Puis là, si on revient à la carrière. Donc, tu rentres à l'hôpital, tu as une formation, on a dit, en administration. Je m'en allais en comptabilité commerciale, puis je n'avais pas vraiment de rapport pour rentrer à l'hôpital. On va dire ça de même OK. dans les mots. Quand je suis rentré à l'hôpital, le premier poste que j'ai eu, je me suis ramassé à la cuisine. Ah, OK? cuisinier. J'ai commencé, pas cuisinier, le gars de coin qui lave les chaudrons, les affaires, puis tout ça, ainsi de suite, pas rester longtemps. Non, ça devait être Non, tough. Je trouvais ça pas intéressant, je n'étais pas motivé. Après ça, je me suis ramassé à l'entretien ménager. Oui. Faire l'entretien ménager, j'ai adoré. J'ai resté Pour vrai? 3-4 ans. Il y avait une équipe dans ce temps-là. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de monde à l'hôpital, mais dans ce temps-là, quand je travaillais à l'entretien ménager, il y avait 100 personnes qui travaillaient à l'entretien Entretien, ménager. ça devait être propre. C'était l'hôpital, c'était comme un sou. Hein, comme un sou. Puis moi, quand j'ai commencé à travailler là, à l'entretien ménager, on m'avait mis comme chauffeur d'une machine à laver les planchers. On appelait ça une TB32, là. Fait que ça brossait les planchers, puis ça ramassait l'eau. Fait que je me promenais partout Un dedans. gars bien sportif, puis qui était Ouais, assis, ça. ouais, mais je n'étais pas assis, je marchais. OK. On marchait. Fait que je marchais mon 7-8 000 par jour. C'était bien. Fait que ça, l'entretien ménager était un beau passage. J'ai eu l'occasion de travailler avec mon frère Dominique, qui restait là un petit bout de temps travailler. Après ça, il est parti de l'hôpital. Il est rendu denturologue. Fait que j'ai eu l'occasion de travailler avec mon frère. Fait que ça, c'était quand même intéressant. Ça, c'est laquelle, là, dans les deux? C'est celui-là du Dominique? milieu, Dominique. OK. Ouais. Celui-là à gauche, c'est Jean, mon autre frère. Fait que c'est Parfait. ça. Lui, il n'a pas jamais travaillé à l'hôpital. Fait que c'était le même. Un coup, j'ai eu fini l'entretien ménager. Là, je me suis ramassé, j'avais appliqué ailleurs, je me suis ramassé d'un B11. B11, c'est la première fois de ma vie où je travaillais avec une clientèle qui était vulnérable. Oui. Très vulnérable. C'était quelle clientèle qui avait à B11? Toutes les clients étaient vulnérables. C'est une clientèle qui est couchée sur les lits, qui ne marche pas, qu'on fait manger. C'était qu'on des lave. handicapés physiques ou Physique, c'était des mental, personnes âgées? Ou C'était des jeunes, des vieux. Il y avait, il y avait un peu de tout. Quand je suis rentré là la première fois, ce qui m'avait ébloui, c'était la propreté du département. Ben, c'était toi qui venais de le nettoyer. Oui, pas partout. Toutes les gens qui étaient en blanc. Tout le personnel était tout habillé en blanc à ce moment-là. Puis la clientèle, bien sûr. C'est sûr, tu rentres la première fois en contact avec ce genre de clientèle-là. Mais il y avait une sœur qui s'appelait Sœur Antoinette. Oui. Oui, Sœur Antoinette, elle nous rencontrait.
Puis quand je suis rentré, elle m'a rencontré, puis elle m'a expliqué un peu mon travail. Puis Sœur Antoinette est arrivée, puis en disant, Donald, si tu vois la clientèle, il faut lui donner les soins, porter une attention, faire être précis dans ce qu'on fait, parce qu'ils sont fragiles. Si tu fais un mauvais mouvement avec les autres, tu peux casser quelque chose, quoi que ce soit. Puis elle m'avait dit une phrase qui m'avait quand même marqué. Oui, vas-y. En disant, puis ça, je pense que ça a été une phrase qui m'a influencé, Pascal, dans ma vie. OK. En disant, tu sais, ces gens-là, ils sont là. Ils demandent peu. Ils demandent un regard ou quoi que ce soit. Mais le mot qui m'avait plus, a dit, parfois, ils aimeraient ça avoir peut-être une petite caresse, une petite douceur. Ah. Là, en disant, elle disait, simplement le prendre la main ou simplement le frotter la main sur le bras. C'est un cadeau de la vie que tu vas lui donner. Puis ça m'avait comme marqué. Tu sais, on disait, des fois, la vie, c'est fragile. Bien là, me dire, ça m'avait rentré dedans. Fait que toi, tu t'es donné comme mission de donner des petits bonheurs, si je comprends. Oui, fait que ça, je pense, ça a changé un peu ma vie, je te dirais pas mal dans les points tournants de ma vie. Je commençais, puis je voyais ces clients-là, ces choses-là, qui demandaient tout. Ils me demandaient qu'à recevoir quelque chose, à manger des soins de base. Ça. Fait que j'ai travaillé là un bout de temps. C'était agréable, fait que parce qu'il y avait l'occasion, l'hôpital, dans ce temps-là, il y avait des postes, ça changeait, puis il manquait de personnel dans 20. Mais là, il y a une sœur qui était proche de vous, mais c'était plus les sœurs qui géraient ça déjà. C'est pas les sœurs qui géraient, mais Sœur Antoinette était chef du département. OK. Elle, c'était son département, puis c'est elle qui gérait ça. Les sœurs, c'était dans le temps de mon père. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas connu ça dans le temps. Après ça, je suis déménagé, j'étais dans un module, parce qu'un module, il s'appelait B14. Un module, c'est comme un milieu familial. OK. Le salon, cuisine, tout ça, chambre, coucher, et ainsi de suite. Donc, c'est des gens autonomes. Là, autonomes qui se déplacent un peu cabille, mais qui ont besoin de soins pour les aider à ce niveau-là. Fait qu'on va là-dedans. Fait que j'ai travaillé à B14, puis il faut dire, les modules, dans ce temps-là, on parlait de désinstitutionnalisation. Oui, tout à fait. On vivait ça. Moi, je vivais ça. Tu sais, je vivais tout ce parcours, mon cheminement de travail, là, je l'ai vécu là-dedans. OK. C'est de partir à un hôpital jusqu'à beaucoup de monde, puis partir d'un hôpital à la fin jusqu'à presque plus de monde. Tu comprends? Fait que je restais là un petit bout de temps à apprendre avec une clientèle différente, à de l'autonomie, sortir dehors, des programmes, quoi que ce soit. Oui, c'est quand que ça arrive là, que tu retournes aux études ou je le sais pas trop? Oui, fait là, ça va plus loin que ça. Ça va, là, avant que je retourne aux études, j'ai passé aux appartements 35. Aux appartements 35, c'était un genre d'observation de clientèle beaucoup enfants du PC, on va dire à peu près un peu à ce niveau-là, qui avaient besoin de soins, d'apprentissage pour raffiner, pour les placer en appartement ou être en résidence. Pour qu'ils puissent être autonomes. Puis là, il y avait une approche positive qui était là, qui était à ce moment-là, qui était donnée par Denise Frodère, puis on devait appliquer l'approche positive, récompenser les gens qui faisaient des bonnes affaires, bonnes choses. Puis la seule différence qu'il y avait entre les autres modules puis ceux-là, bien, les gens qu'on avait, ils pouvaient se faire déjeuner, puis ils mangeaient tout en entour d'une grande table. Ah oui. Fait que là, nous, comme éducateurs, à ce moment-là, moi j'étais moniteur à ce moment-là, on faisait des observations, puis ça nous aidait dans notre travail pour améliorer les conditions, les choses, et ainsi de suite. Après ça, j'ai été bumpé par le principe syndical, ou quoi que ce soit. Je me suis ramassé aux ateliers de la baie. Les ateliers de la baie, c'était le bâtiment qui était en arrière de l'hôpital, était tout blanc. L'ancien poulailler qu'on appelle. Je m'en souviens. OK? Fait que là, c'était les ateliers où on recevait une clientèle qui venait de l'extérieur, qui était placée déjà dans les résidences, des ateliers, puis qui venait travailler directement, puis on nous apprenait à les valoriser par le travail. Oui. Ça a été un peu ce que fait BFCO maintenant. Un peu, oui, un peu dans ce sens-là. Puis c'est à ce moment-là, Pascal, où avant que je travaille à l'hôpital, je ne m'étais pas occupé de ça, mais il s'était donné des formations organisées par l'hôpital directement, parce qu'on avait besoin d'éducateurs, il n'y avait pas d'éducateurs. Puis on donnait des formations directement aux gens qui étaient intéressés à s'inscrire à ce niveau-là. Moi, j'avais vu passer ça, mais je ne m'étais pas vraiment intéressé. J'étais 2 ans à passer complètement à côté. Je faisais de l'arbitrage, j'étais occupé, je jouais du hockey, j'avais ma famille. Mais ça a fini par te happer quelque part. Mais là, ça m'a happé, ça n'a pas été facile. Ça a été encore Gaston. Gaston, il m'a donné un coup de pied à la bonne place. Parce qu'il y avait Alain Bergeron qui était venu me voir, un ami qui suivait le cours, qui voulait suivre le cours, qui était venu me voir pour me stimuler à aller là. Puis j'avais dit non. Là, Gaston est arrivé, puis j'avais dit non la première fois. Mais là, il était venu comme une deuxième fois. Il m'avait pris par la collette, il m'avait accoté dans le mur. Oh! C'était sérieux, là. Ah oui, je vois ça, je vois ça. Il ne voulait pas que je manque mon cours, vraiment, je ne sais pas. Fait qu'il m'avait accoté, puis il dit, moi, je l'ai fait, le cours d'éducateur. T'es capable. Tu dois être capable de le faire. Puis c'est le temps.
Fait que là, il m'avait assez brassé que le lendemain, j'étais allé m'inscrire. Ah ouais! Ça, c'était en 82, je pense. OK. Fait que j'étais allé m'inscrire au cours d'éducateur. Fait que là, j'étais 4 ans de formation qui était organisée par l'hôpital, qui facilitait nos horaires de travail, que les cours étaient ici. Ouais. Puis il essayait pour nous organiser. Moi, au bout de 2 ans, j'ai fait un test pour voir si j'allais être bon pour passer à être éducateur. Fait qu'au bout de 2 ans, j'étais chanceux, je m'étais qualifié comme éducateur 3. Ah, c'est bon, ça. Fait que là, j'avais commencé à être éducateur. Mon cours n'était pas fini directement, mais j'avais commencé à avoir du salaire un peu plus, puis des choses intéressantes. Puis changer le travail aussi, remplir des dossiers, des plans d'intervention, tout ça, et ainsi de suite. Puis là, j'ai terminé mon cours au bout de 4 ans. Puis là, il me restait un stage à faire. Oui, mais on va arrêter avant le stage. On va arrêter parce qu'on va prendre le temps d'en parler en revenant. OK. Là, on va aller voir l'œuvre significative pour toi. Parfait. Alors, Donald, ton œuvre préférée, c'est soit une de tes photos ou soit ton livre. On va dire les deux. On va accompagner ça. Hey, écoute, ça a été cet ouvrage-là, un ouvrage extraordinaire pour moi. Plaisante, mais je vivais sur deux niveaux. Quand j'ai commencé à faire ce projet-là, j'avais ma conjointe Denise qui était avec moi, qui était malade. OK. Ça, c'est ta seconde conjointe. Ma seconde conjointe, qui était malade. Fait qu'un bon matin, je m'en vais me promener, puis je sais que l'hôpital va se faire démolir à ce niveau-là. Puis là, je reviens à la maison, puis j'ai dit à Denis, j'aurais un projet à faire au niveau de la démolition de l'hôpital. Prendre des photos, ces choses-là. Fait que là, elle me dit, oui, c'est bien parfait, vas-y, ça va être plaisant. Fait que je suis parti, écoute, 5, 6, 7, 8 mois là, à faire de la photographie en nombre de... Tu y allais presque à tous les jours? Tous les jours. J'allais là tous les jours. Wow. Une chance que j'ai eu des contacts sur la démolition des personnes que je connaissais. Sinon, on ne pouvait pas rentrer sur le site. C'était difficile pour moi. Ça fait que à chaque jour, j'allais 2 à 3 fois par jour. Okay? Je me suis ramassé avec 4-5 000 photos à ce niveau-là. Fait qu'on a pris beaucoup. Puis là, moi, l'idée, c'était... En allant prendre des photos quand je revenais à la maison, ce qui me faisait énormément du bien. Puis je pense qu'il faisait énormément du bien à Denise aussi, on arrêtait de parler de maladie. Ah, je comprends. Okay? Fait que là, je lui disais, aujourd'hui, je suis allé dans l'A à B11. Là, c'était en avant dans le côté administratif. Est-ce qu'elle aussi, elle connaissait l'hôpital? Denise a travaillé à l'hôpital toute sa vie. Donc, quand tu parlais de B11, elle savait de quoi tu parlais. Elle savait c'était quoi, les bureaux elle connaissait l'hôpital, tous les services, toutes les choses. Okay. Puis là, je disais, aujourd'hui, ils sont en train de démolir le B, ils sont en B14, un exemple. Puis moi, je me rappelle de certains employés qui y travaillaient, certaines clientèles. Fait que j'avais plein de feedback. Fait que ça nous amenait sur une discussion autre que la maladie, qui me faisait du bien. Qui faisait du bien, oui. Faisait du bien probablement à elle. Fait que quand elle a vu ça, à chaque jour, on parlait de ça, puis on s'alimentait de ce côté-là. Fait que pour moi, ça a été comme une thérapie. Puis l'idée d'en faire un livre, est-ce que c'est la tienne? L'idée d'en faire un livre, c'est mon idée. Au début, c'était pas ce genre de livre-là que je voulais faire. Au début, je voulais faire un livre en images et de décrire complètement ma situation de travailleur. Parce qu'on voit des livres, mais qu'est-ce que j'avais vécu comme travailleur, mes étapes de travail. Fait que c'était ça. Mais quand j'ai commencé à faire toutes les approches pour l'organiser, les affaires, tout ça, puis rencontrer les producteurs de livres, tout ça, là, je me suis senti envahi, piégé. Plus de sentiments. J'étais démuni. Pas vrai? Oui, ça m'a fait mal de voir ça. Parce qu'on disait, des fois, les gens, ils font des efforts, des auteurs de créativité, de choses comme ça, puis ils sont comme mal pris avec ça. C'est-tu pour ça que, en tout cas, moi, je l'ai lu en grande partie. Est-ce que c'est donc tes éditeurs qui t'ont imposé tout le côté historique de l'hôpital qu'on retrouve? Non, pas eux autres. C'est pas eux autres qui m'ont imposé ça. Il y a un matin, je me suis levé. Je prenais mon café. Puis il y a un flash qui est venu dans ma tête. J'ai parlé Alain Tremblay. Alain Tremblay, c'est le monsieur qui fait des livres historiques là, sur la généalogie. Puis Alain il a 40 livres de fait, là. Il avait une expérience de voir les gens directement à ce niveau-là. Fait que je l'appelle. Je dis, Alain, je suis en train de monter un livre, puis après ça, j'aurais besoin de ton aide. Puis là, il me dit oui tout de suite. Puis je dis, je vais revenir. Au 3 jours, je reçois un téléphone de lui. Il dit, Donald, je prends embarquer avec toi dans le projet. OK. Avec toi, on va faire ça ensemble. Puis Fait que j'ai tout de suite dit oui.
Est-ce que tu as travaillé les textes aussi, le côté historique, ou ça, c'était à lui? Toi, c'était le Alain côté a travaillé visuel? beaucoup les textes historiques de l'hôpital, les affaires, tout ça, et ainsi de suite. On a conjointé ça ensemble, on a mis tout ça ensemble, puis on a discuté de plein d'affaires, là, tu sais. C'était agréable de travailler. Alain, je le connaissais un peu. Et je sais qu'il travaillait à l'hôpital, on se saluait, des choses comme ça. Je savais que c'était des livres, mais ça a cliqué entre moi et lui. Ça a fait, puis la confiance s'est installée de façon incroyable. Ouais. Moi, là, ça m'a tellement libéré, Pascal, là. Je disais à Alain, là, écoute, je te fais tellement confiance, là, puis l'expérience que tu as. Puis on a eu un plaisir de faire ça ensemble. C'était vraiment plaisant. J'avais pas de stress, j'étais en confiance. Tu dois être vraiment fier. Je suis extrêmement content, puis au-delà de mes espérances, parce qu'on est allé encore plus loin dans tout, puis ça enveloppe toute l'histoire. Tout à fait. C'est vraiment complet comme ouvrage, ça, je peux le dire. C'était important, parce qu'on parle du Cavreau, puis on parle des cimes, on parle de tout ça, tout ce que les sœurs ont fait un peu. Tout à fait. C'est vraiment un beau travail de mémoire. J'étais content. Puis je l'ai dédié, bien sûr, à Denise, ma conjointe, ce livre-là. Est-ce que Denise, elle a été là? Non, Denise n'a pas été là. Elle est décédée en cours de production au niveau du livre, à ce niveau-là. Oui, fait que c'est ça. Mais c'était bien correct. Écoute, c'était de même. Je pense que c'était un bon tremplin pour moi, un bon tremplin pour elle. Puis je suis sûr qu'elle est fière de tout ça. C'est sûr. Là, pour en revenir à nos moutons. Oui. OK. Là, tu fais tes études durant 4 ans, tu deviens éducateur spécialisé. Tu travailles à l'hôpital de Baie-Saint-Paul bien longtemps comme éducateur spécialisé? J'ai travaillé, oui, jusqu'en 2005. 2005, j'ai travaillé là. Puis en 2005, je suis parti à Saint-Urbain. Mais avant de partir à Saint-Urbain, j'étais à Baie-Saint-Paul, puis là, j'étais allé faire un stage. Parce que mon cours n'était pas terminé. Il fallait. Là, j'avais un stage. C'était offert de faire un stage. J'étais allé faire un stage de 4 semaines là-bas en Europe, à Chemillé. Quoi en Europe? Parce qu'il y avait eu un échange d'éducateurs français, éducateurs québécois. Puis moi, j'avais accueilli des Rémi puis Bernard. Et puis là, tu as quel âge, là? Là, j'ai 22, 23 ans. Ah non. Une quarantaine d'années. OK. Une quarantaine d'années. Fait que c'était ça. Fait que là, on est allé. Fait que moi et Alain, on est allé faire un stage là à Chemillé directement. Puis ce qu'on nous demandait dans ces fonctions-là, c'était de voir l'approche. Quelles sont les différences entre l'approche québécoise puis l'approche française? Puis c'est quoi la différence? Fait que nous, on vivait toute la design des affaires. Fait que, à ma grande surprise, là-bas, en arrivant là-bas, la clientèle était similaire. Puis c'était une clientèle qui avait des parents, où ce que les clients pouvaient aller les fins de semaine. Là-bas, au lieu de sortir la clientèle des hôpitaux, on construisait des beaux appartements, des châteaux. Fait que c'était un premier choc. C'était pas rendu là encore la design directement à eux autres, à ce niveau-là, tu sais. Puis la grosse chose qui était différente avec l'éducateur français, nous autres, les éducateurs français, on prenait beaucoup de notes, beaucoup de plans d'intervention, beaucoup d'écriture, beaucoup. Là-bas, il n'y en a pas. Là-bas, on vit jour le jour, on fonctionne jour le jour, puis on intervient jour le jour. Fait que si, un exemple, quelqu'un trébuche, puis je ne sais pas pourquoi il a trébuché, bien, il vient d'apprendre dans la vie à tomber. C'était un peu cette philosophie-là. Et c'est erreur, un peu. On peut plus simple. C'est plus simple, ici, moins ça compliqué. vous demandait d'être plus... Oui, ici, ça demandait une rigueur beaucoup plus. Fait qu'en fin de compte, la grosse différence entre les éducateurs, nous autres, c'était beaucoup sur le détail de l'approche qu'on mettait. Puis on allait plus loin dans les interventions. Oui. On creusait beaucoup plus. Il y avait plus d'ouvrages, parce que les notes, les choses, les ouvrages, mais je pense que ça rendait meilleur directement là-bas. Puis là-bas, au lieu de sortir, on les mettait dans des belles places, des belles choses, puis les fins de semaine, ils tournaient sur les parents. Puis tout ce qui regarde le travail, les choses, ça, c'était similaire. La clientèle, c'est similaire. Mais ça fait une belle expérience. Oui. Fait que ça t'a permis de commencer une nouvelle carrière ici. Bien, j'étais déjà éducateur. J'ai terminé mon cours. Là, au lieu d'être classe-toi, je tombais éducateur normal directement à ce niveau-là. C'était plus payant, puis c'était plus valorisant. Puis pour moi, ça m'a apporté beaucoup le cours d'éducateur. C'est des changements de vie, là. C'est des approches et des choses différentes. Puis j'ai été soutenu là, par ma famille, parce qu'il faut dire 4 ans, là. C'est vrai que pas c'est rien, du travail. Là, fait que j'ai été soutenu par les amis, la famille. C'était vraiment... Puis dans ce temps-là, j'étais avec Suzanne, puis les enfants, c'était extraordinaire. J'ai fait quelque chose de bien. Puis Alain, je le remercie, parce qu'on a partagé de beaux moments intimes, parce qu'on était dans un appartement, toutes les deux, d'une maison. C'était pas toujours facile. Mais on a eu du plaisir à apprendre à découvrir, à sabrer le vent, puis ces choses-là. C'était du fun. C'était quand même plaisant. Puis là, qu'est-ce qui t'amène à Saint-Urbain?
Là, je déménage à Saint-Urbain, sur un poste. Puis là, à Saint-Urbain, les premiers mandats qu'on avait reçus, c'était d'ouvrir des centres de jour à Saint-Urbain. Parce que la clientèle avait peu de services à ce niveau-là. Puis c'était des ateliers de travail, mais c'était pas toujours adapté pour eux autres. Fait qu'on a un premier centre de jour qui s'est ouvert à l'entrée de Saint-Urbain, directement à l'entrée de Saint-Urbain. J'étais là 2 ans. Après ça, j'ai redéménagé au centre communautaire de Saint-Urbain où on a fait un centre de jour au sous-sol. Au bout de 6 mois, on a déménagé en haut à Saint-Urbain au centre communautaire où là, c'était un SAT de travail. Un SAT, c'est service aux habitudes de travail, Oui. des habitudes de travail. Il faisait des casseaux, puis des choses, des boîtes à fleurs, des choses. Puis là, à un moment donné, j'ai comme pété une coche. On va dire ça de même. Je disais, comme ça arrivait, j'ai dit, nos gens n'iront jamais sur le milieu du travail. Il y en a quelques-uns qui vont percer, qui vont être capables d'y aller. Puis ça va être pas faire, mais c'est pas tout le monde. Puis je pense qu'on devrait changer. Fait qu'on a viré ça en centre de jour. C'était une grosse décision à ce moment-là. Fait qu'on a viré tout ça. Fait que tout le monde était collaboratif, en équipe, c'était sensationnel. Puis après ça, écoute... Donc, tu as été combien d'années en tout à Saint-Urbain? 5 ans à Saint-Urbain. Puis j'ai été avec une coéquipière extraordinaire qui s'appelle Doris Larouche, qui a été... écoute, on a fait de la job ensemble, des affaires, puis ça a eu une influence ailleurs dans les autres centres de jour, parce qu'en terminant, on a fait des centres de jour pour personnes âgées, adaptés aux personnes âgées. Fait que ça a fini ma carrière en 2009 à Saint-Urbain. En créant des choses. En créant encore des choses. Puis je suis parti à ma retraite en 2009, pas parce que j'adorais mon travail, mais c'était pour vivre d'autres expériences à ce niveau-là. Puis ça, je veux qu'on en parle, là. Ouais. On est rendu là. On est rendu là. Tu as fait un peu de politique. Oui, j'ai fait de la politique à Saint-Urbain. J'ai fait un mandat de 4 ans. J'ai adoré ça. Tantôt, tu vas sûrement me poser une question qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas Donald? Moi, t'as dire tout de suite, Donald, il aime la politique. Ah oui. Donald, c'était un mordu de politique. Puis Donald, il écoute beaucoup les débats à la télévision. Je suis un mordu de politique et j'aime ça. Puis là, j'avais été à Saint-Urbain, j'ai eu un mandat de 4 ans. Donc, tu as été conseiller. Conseiller. J'ai été avec M. le maire, M. Simon Bouchard. Oui. Puis je connaissais Mme Claudette Simard, avec qui j'ai eu énormément de plaisir et que j'ai appris beaucoup. Fait que là, j'ai appris l'autre côté. Oui. Les gens disent le municipal, c'est bien compliqué, c'est bien difficile, mais il y a tellement de lois, puis il y a tellement de procédures, tellement de choses, ça devient long, ça devient difficile, mais ça a été un passage extraordinaire. L'autre affaire que je veux pas qu'on oublie de parler, c'est que moi, je t'ai connu comme photographe. Oui. Donc là, oui, tu es photographe pour l'hôpital, mais c'est une passion depuis toujours. Oui, moi, j'ai commencé à manœuvrer un peu les appareils à l'âge de 12 ans. OK. M'amuser là-dedans, ça m'a toujours inspiré. À l'âge de 14 ans, j'ai acheté mon premier appareil. Je travaillais un peu, des jobs d'été, des affaires, je suis assis. Puis là, j'ai commencé à, directement m'intéresser, puis à finir mes photos en noir et blanc, parce que dans ce temps-là, c'était du 35 mm en bande, puis au centre culturel, c'est ça? Puis justement, qu'on allait là, puis j'étais avec Ghislain Boilly. On passait des journées, Pascal. On rentrait là à 8 h le matin, on sortait là à 5 h le soir, il y avait un 8-10 qui était fini, mais c'était tellement miraculeux. Ah, ben, je comprends. Fait que ça m'a attiré beaucoup. J'ai eu le plaisir de faire beaucoup mes enfants qui étaient jeunes à ce moment-là aussi, tout ça. De nombreux portraits, de nombreux portraits de famille tout ça, ainsi de suite. Fait que ça a été un passage vraiment plaisant. Tu as même été le président de la Corporation Lumière Image. Tu as été longtemps quand même président. J'ai été quand même membre. Tu sais, ça fait quand même 23 ans que la corporation existe. Est-ce que tu es un des membres fondateurs? Je suis pas un des membres fondateurs. Mon fondateur, Michel Lapointe, il y avait Rémi Coutu, il y avait un autre monsieur qui toi, tu arrives un peu après. Moi, je suis arrivé 1 an après. L'abbé Moisin était là aussi. François Rivard qui était là. C'était les autres, les fondateurs. Fait que moi, je suis arrivé 1 an après, je suis embarqué là-dedans. Puis après ça, j'ai participé à plein d'activités, plein de choses. Puis le but d'un club de photo, c'était d'enseigner, puis d'avoir du fun, puis d'apprendre, puis faire des sorties, puis tout ça. Fait que j'ai eu le bonheur de faire ça. Fait que ça a été le fun. J'ai grandi dans cette expérience-là énormément. Puis pour moi, le club de photo, Pascal, c'était un peu une porte de sortie. Oui. Quand j'avais de la pression ou des affaires. OK. Donc, tu as commencé le club bien avant de prendre ta retraite. Là, donc, oui, bien avant. C'est pas un passe-temps de retraite. Non, j'ai toujours été impliqué, proche, tout ça. J'ai toujours fait des beaux projets avec la photographie. J'ai fait des expositions, j'ai fait tout ça, et ainsi de suite. Après ça, dans les 5 dernières années, j'étais président du club de photo. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que, pour la première fois, on sentait que le club de photo était connu de la communauté. Puis il y avait une intégrité forte à ce niveau-là.
Fait qu'on a eu du fun. Fait qu'on va fêter notre 20e anniversaire avec Bernard Beau qui est venu. On va fêter ça au Centre d'art, au musée contemporain qui était là. Il y avait plus de 100 personnes. Puis ça a été un beau 20e. Puis en plus, on avait pensé, il y a des gens du CA qui avaient pensé, écoute, je suis avec M. le maire, puis il dit, on parlait beaucoup d'environnement. Hein? Oui. D'environnement, bien là, pour compenser un peu, le club avait acheté un arbre, puis avait été planté un arbre avec M. Fortin sur le terrain de la ville, en face de l'hôtel de ville. Fait que c'était le fun, là, on a vécu. Puis, c'est la première fois que je vois qu'un club de photos donne au niveau communautaire. Au niveau de la pandémie, Pascal, on a fait de la photographie. Oui, c'est juste avant, on avait demandé, les gens sortaient sur le perron. C'est une activité qui était lancée comme ça. Fait, les photographes allaient bénévolement prendre la photo des gens sur le perron. Puis les gens donnaient ce qu'ils voulaient donner. On ne les imposait pas, ils mettaient ça dans une petite boîte, puis des affaires. Puis ça à des organismes. Oui, puis après ça, on avait ramassé 2500 $, puis on avait donné ça à des organismes au centre communautaire, puis à la Malbaie aussi directement, pour aider les gens dans leurs besoins qu'ils avaient besoin. C'est la première fois qu'un club de photos allait plus loin que la mission de donner des choses à la communauté. Tout à fait. Fait que ça, je trouvais que c'était extraordinaire dans ce sens-là. Là, Donald... Puis il y a eu l'exposition de tous ces gens-là au musée de Charlevoix. Oui. Ouais. Là, tu as une autre passion aussi, un autre passe-temps peut-être. Oui, un autre passe-temps. Ouais. Parle-nous-en de ta peinture. Ça fait longtemps que tu peins? J'ai un autre passe-temps, ça fait une vingtaine d'années que je peins. C'est mon premier cours était avec Mme Pauline Fortin de Saint-Urbain. C'était là. Puis je disais, la peinture, c'est beau, mais ça ressemble à la photographie. Oui. Parce que c'est les mêmes règles. Les premiers plans, l'arrière-plan, les tiers, les quarts, tout ça, ainsi de suite, ça se ressemble. Tout à fait. Mais la seule chose, c'est toi qui imagines ton image, puis c'est toi qui donnes la couleur que tu veux lui donner. Ouais. Puis je fais mes peintures la plupart du temps à partir de mes photographies. OK. Il y a un lien directement. J'aime ça, faire ça. Surtout en bâtiment, en animaux que je fais. Puis c'est une autre façon pour moi de laisser aller dans une bulle complètement ma personnalité. Là. Quand est-ce la première expo? Je me suis pas mis de date, rien. Écoute, je vais te mettre un peu de pression. Je m'amuse. C'est un beau médium extraordinaire. Là, Donald, on est rendu à la partie un peu plus sérieuse. Je commence par une rafale. Tu me réponds par oui ou non, si ça te ressemble, OK? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es un romantique? Oui, je suis un romantique sensible. Un romantique sensible. Ah, un joueur de tour. C'est beau, ça, les romantiques sensibles. Je ne suis pas joueur de tour, mais j'aime participer à faire jouer des tours. Okay. Je n'ai pas l'idée, là, mais si quelqu'un me demande, Thibault, pour jouer un tour, tu te prends embarquer là-dedans, oui, je vais être là-dedans. Est-ce qu'on peut rire de toi? Oui. Oui, tu es capable de rire de toi? Je suis capable de prendre de moi, oui. Est-ce que tu es comme ta mère, un bon cuisinier, un bon rassembleur? Je pourrais dire que je suis plus bon rassembleur que cuisinier. Je me débrouille bien en cuisine, mais je suis un très bon rassembleur. Est-ce que tu es un bon conteur d'histoires? Non, je ne retiens pas ça, les histoires. Je ris, j'ai du fun quand ils l'entendent, mais je ne retiens de rien de ça. Un peu menteur? Es-tu capable d'améliorer une histoire en... je ne suis pas capable de les compter. Non, je ne me souviens pas, je ne suis pas bon là-dedans. Est-ce que tu es un gars ordonné? Oui, je suis un gars très ordonné. Même mes gars me disent que je suis trop des fois, comment je te dirais ça, perfectionniste dans des choses. Très, très perfectionniste. Avec les années, je commençais à chercher un peu la perfection, tout ça, parce que ça demande des fois trop de choses. Fait que je commence à être plus mollo un peu là-dessus. Je comprends. Féministe? Oui. Écologiste? Écologiste aussi, oui. Croyant? Croyant, oui. Mes parents m'ont donné des bonnes valeurs. Je suis croyant, moins pratiquant. Je pourrais dire moins pratiquant. Mais c'est des moments où que chaque journée, à chaque journée de fin de journée, j'en garde ma journée que j'ai passée. Et des fois, je vais pleurer. Des fois, je vais rire. Des fois, je vais dire une prière. Ouais. Fait que pour moi, c'est des moments de ressourcement. On peut être croyant, pas croyant, mais pour moi, c'est un peu cette valeur-là qui a été apportée par ma mère, la croyance à ce niveau-là. Le moment le plus marquant de ta vie, ça serait quoi? Bien, c'est sûr qu'un moment marquant, c'est quand tu reçois tes enfants. Ah, c'est sûr. C'est à la naissance de tes enfants. Puis là, je suis grand-papa en plus. Est-ce que tu étais un bon papa présent, toi? J'étais pas mal présent avec mes enfants. J'ai fait beaucoup de sport avec eux autres, les choses, tout ça, ainsi de suite. J'ai eu du fun. Mes petits-enfants, j'aimerais les voir plus. Mais les jeunes aujourd'hui, on sait comment c'est. C'est beaucoup occupé, beaucoup d'attractions. Fait que ça, c'est un petit peu plus difficile. Mais on se voit, là. Je dis pas qu'on se voit pas, on se voit bien. On a du fun. Puis quand on se voit, c'est papy, puis tout ça, et ainsi de suite. Là, c'est vraiment plaisant.
Est-ce que tu as un défaut là, qui t'a drôlement nui ou une qualité qui t'a drôlement aidé? Bien, un défaut, j'ai de la misère à dire non. Ah, ouais. Tu sais. Puis ça, c'est une chose qu'il faut que j'améliore. Ah, Parce que des fois, ça nous met beaucoup de pression, beaucoup d'affaires, des choses, puis tu veux rendre service. Moi, je suis un gars serviable, puis à ce niveau-là. Je pourrais te dire ça, je travaille là-dessus. Je comprends. Puis le plus grand défi que tu aurais relevé, ça serait quoi pour toi? Ah, il y en a plusieurs, quand même, des grands défis. Vas-y, nomme-moi en deux, si c'est pas assez. Des défis, écoute, un défi que j'ai aimé beaucoup à faire, c'est tant que j'étais président d'honneur pour le Cheval Enchanteur. Oui. Quand on nomme président d'honneur, c'est du travail. Fait qu'on avait fait une activité directement, souper à la tourtière, puis jeu, tout ça, ainsi de suite. Puis on avait ramassé tout près de 15 000 $. Wow! Cette activité avait été un record. Fait que ça, je suis très, 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 très fier de ça. Je comprends. C'est très fun. Il y a aussi un travail, c'est un deuxième exemple que je pourrais dire où je suis fier, c'est la résidence à Saint-Urbain, résidence au gré du temps. Ouais. Où j'ai été là longtemps. Saint-Urbain avait quand même 22 ans. Puis Mme Simard m'avait approché pour être président à ce niveau-là. Puis on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, beaucoup de structures, tout ça. Fait que ça a été un moment extraordinaire, mais en même temps, ça a été décevant de savoir qu'elle fermait. Oui, c'est ça! Fait que ça a donné un petit coup. Oui, on fait quelque chose de beau, puis zut, ça a donné un petit coup, là. Fait que c'était un peu ça, des beaux projets, ça. Si tu pouvais recommencer quelque chose, y a-t-il de quoi que tu ferais différemment? Je te dirais non, Pascal. Parce que simplement, moi, je crois au destin. Moi, j'ai comme une ligne de pensée, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis le destin nous amène dans des choses. Puis je crois beaucoup, des fois, la petite bébite qu'on a dedans, là, qui nous parle. Tu sais, des fois, il y a des frimots qui nous arrivent. T'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ci. Tu sais, le destin. Ouais. Fait que je crois beaucoup le destin. Le destin nous amène des fois sur des terrains fort agréables, puis des fois sur des terrains très désagréables aussi. Mais je pense que l'humain, en soi, on doit directement aller à s'adapter, à s'améliorer, à avoir ça différent, puis trouver pourquoi ça t'arrive, trouver les raisons un peu pour avancer positivement, en retirer des choses positives, parce qu'il n'y a rien pour rien. En tout cas, moi, j'essaie de virer pas mal ces choses-là positivement. Ouais. Est-ce que tu as encore un rêve, là, de quoi que tu aimerais vraiment réaliser? Un petit rêve bien simple. Puis là, je m'adresse à Madame, la députée de Charlevoix, là, Karine Bourassa. Oui. Un rêve que j'aimerais, ça serait d'aller à l'Assemblée nationale. Ah, l'accompagner, aller voir comment ça se passe. Comment ça se passe une journée à l'Assemblée générale directement. Ça serait un des rêves un peu farfelus là, que j'aimerais. À part de ça, les rêves, tu sais, c'est la santé, les choses que tu vas avoir, tout ça. Mais ça, c'est un petit rêve que je n'aguerais pas. Je te le souhaite, c'est possible. Vraiment, c'est possible. Dernière question. Est-ce que la vie t'a légué une leçon, un message? Oui, la vie nous lègue des messages clairs. Je pense que dans la vie d'aujourd'hui, ce que la vie m'a apporté, puis que je fais aujourd'hui, c'est de prendre un temps pour nous. Un petit moment, de penser à nous. Tu sais, aujourd'hui, on est vite, on va partout, on répond, tout va vite, tout ça, mais on ne pense pas vraiment à nous. Est-ce que ça, c'est un regret que tu as? Est-ce que tu n'as pas assez j'ai découvert ça. J'aurais peut-être aimé le découvrir avant. Tu sais, avant. Prendre un moment pour toi. Puis de réfléchir sur toi, qu'est-ce qui était bon. Je le fais maintenant. Ça m'apporte beaucoup. Ça m'aide beaucoup à passer des choses, des épisodes, des fois qui sont durs, des moments difficiles. Fait que le message que j'aimerais dire, prenez du temps pour vous. Quand même 2 minutes, 5 minutes, asseyez-vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Ça a-t-il été beau? Ça a-t-il été le fun? Qu'est-ce que je pourrais amener de plus? Pour moi, ça, c'est important. Bien, merci, Donald. Ouais. Donc, on va suivre ton conseil. J'espère. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Ouais, merci, c'était super plaisant. Puis bonjour à tout le monde.